Au sommaire de ce journal, la journée nationale du partenariat referme ses portes. Cette 6e édition a tenu ses promesses après 2 jours d'échanges entre les professionnels du secteur public-privé. Nous le verrons également, Zorobi Balo a prêté serment. Il est désormais officiellement à la tête de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Et une délégation de la Harvard Business School a rencontré le ministre des Mines et de l'Énergie pour échanger sur les possibilités d'implantation de cette prestigieuse université en Côte d'Ivoire. Plus de précisions dans ce journal. Bienvenue à tous, vous faites bien de vous informer sur la chaîne au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. La journée nationale du partenariat édition 2023 s'est terminée. Ouverte ce lundi au Sofitel Hôtel Ivoire, la 6e édition du dialogue public-privé a refermé ses portes mardi. Après 48 heures de session, de communication, de table ronde et de B2J autour du thème « Responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire, quel partenariat État-secteur privé ?» Issa Badini et Richard Akeke ont assisté à la fin des travaux sanctionnés par des recommandations. Elle se termine où elle a commencé, c'est-à-dire dans cette salle du Sofitel Hôtel Ivoire. La journée nationale du partenariat, édition 2023. 48 heures d'intenses activités, faites de sessions, des panels de communication ou encore des rencontres B2B, le tout sous le thème « La responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire, quel partenariat État-secteur privé ?» Conséquence, ces recommandations lues ici par le président du comité scientifique des JNP. Au titre des recommandations à l'intention de l'État, le comité scientifique recommande 2. Une fiscale favorable au développement des filières vertes et à l'adoption par les entreprises des modes de production et de consommation durable. Des recommandations qui pourront faire avancer le dialogue État-secteur privé, d'où la satisfaction des différents acteurs. Le secrétariat exécutif voudrait réitérer son engagement à porter auprès des autorités les recommandations fortes qui découlent des travaux de cette journée et mettre en place, en liaison avec les ministères techniques et nos partenaires du secteur privé, le dispositif de suivi de la mise en œuvre des dites recommandations. La 6e édition de la JNP, dont la cérémonie de clôture nous réunit cet après-midi, s'est déroulée autour de plusieurs activités, notamment des conférences et panels sur des thématiques importantes, des rencontres B2G. La cérémonie de clôture a également consacré à la distinction des personnes physiques ou morales, championnes en RSE ou ayant favorisé le dialogue intersectaire. Tous les membres du comité de veille qui sont autour de moi, vous imaginez, ont travaillé d'arrache-pied. Venus du Burkina, du Bénin, du Togo, de la Guinée-Bissau, de la République du Congo et bien évidemment de la Côte d'Ivoire, ce sont au total 5000 visiteurs qui ont arpenté les couloirs du Sofitel. Nommé le 4 octobre dernier par le président Alassane Ouattara à la tête de la haute autorité pour la bonne gouvernance en remplacement de Ngolo Coulibaly, Zorobi Balo a prêté serment. Ce mercredi, au Conseil supérieur de la magistrature, lieu de la cérémonie, le désormais ancien ministre en charge de la bonne gouvernance a juré de défendre le droit et rien que le droit dans ses nouvelles fonctions, nous disent Issa Badini et Ezekiel Seri. Avec honnêteté, impartialité. Je jure de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect des lois et règlements de la République. Costume bleu nuit, chemise blanche assortie d'une cravate bleu marine, sourire léger et regard appuyé avec une tête certainement déjà au travail, Zorobi Balo, en recevant les félicitations des magistrats et ses homologues présidents d'institutions, referme le chapitre de l'audience solennelle de prestation de serment de ce mercredi 8 novembre qui consacre sa prise de fonction en tant que président de la haute autorité pour la bonne gouvernance.
La question de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est une action collective. C'est ensemble que nous pouvons éradiquer ce fléau de la lutte contre la corruption et nous sommes heureux de la présence de l'ensemble des chefs d'institutions de la République à nos côtés et des institutions en charge, des organes en charge de la lutte contre la corruption au niveau de la Côte d'Ivoire, l'Inspection générale d'État, la CENTIF, le pôle pénal économique et financier au niveau du parquet, l'organe de poursuite, le Conseil supérieur de la magistrature. C'est ensemble, main dans la main, que nous pouvons parvenir à la moralisation de la vie publique et à lutter contre la corruption, qui est un impératif essentiel à la cohésion sociale, à la stabilité politique de la Côte d'Ivoire et au développement économique et social de notre nation. Avant de regagner ses bureaux pour le démarrage effectif de ses activités, l'ancien juge de Dimbokro a pu bénéficier des conseils de la Cour des comptes, celle-là même qui reçoit son serment. Vous devrez également vous inspirer de l'acte constitutif de l'UNESCO qui proclame, et je cite, « Les guerres prenant l'essence dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que doivent être élevées les défenses de la paix. Mutatis mutandis. » Pour paraphraser cette devise de l'UNESCO, mais en remplaçant le substantif de guerre par celui de corruption, je vous suggère le credo suivant. La corruption, prenant naissance dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que doivent être élevées ou érigées les défenses contre ce fléau. Si votre serment de magistrat vous engageait déjà à vous conduire en tout comme un digne et loyal magistrat, le serment de président de la haute autorité pour la bonne gouvernance que vous venez de prêter vous y contraint encore plus. Quatrième président de la haute autorité pour la bonne gouvernance après René Afin-Kwasi, les regrettés Seydou Eliman Diarra et Ngolo Koulibaly, Zoro Bibalo et les questions de la bonne gouvernance est comme un homme et son nombre. Magistrat et titulaire de plusieurs diplômes, dont un DSS en droit de l'homme, Zoro Bibalo a tour à tour été secrétaire national puis d'État au renforcement des capacités, ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, et ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption dans le dernier gouvernement de Jérôme Patrick Achi. Nommé le 4 octobre dernier, faut-il le rappeler, il a 3 ans pour rapprocher la Côte d'Ivoire de l'île Maurice, le Botswana ou le Cap-Vert, les champions de la bonne gouvernance du continent, comme l'a souligné le procureur général près la Cour des comptes. Et parlons élevage. L'entreprise Nice Futures Côte d'Ivoire a organisé récemment une cérémonie de dégustation des laves blanches du palmier appelée anon plein en langue baoulée. Ces laves ont une valeur énergétique comparable à celle des bœufs et du poisson. L'objectif de cette séance de dégustation est de susciter parmi les populations des éleveurs et producteurs de cette lave riche en aliments très nutritifs. Un business florissant en somme. Pierre Tebeu et Wilfried Yao nous font découvrir cette nouvelle manne qui découle de l'élevage des hannetons. Suivez. Nous sommes à l'école de l'élevage de Benjerville. Au milieu de l'élevage des animaux, un élevage très particulier que nous découvrons. L'élevage des laves blanches des charançons de palmier, communément appelés en baoulé anon plein. Le dispositif pour cet élevage est simple. Il se fait dans des bacs dans lesquels sont introduits des couples de charançons appelés géniteurs. Et puis, nous avons mis des géniteurs mâles et femelles. Et ce sont ces géniteurs mâles et femelles qui vont pondre des œufs. Les œufs, quelques jours, ils vont devenir des larves. Et ces larves deviennent des hannetons. Pour le déguster, l'entreprise Nice Future Côte d'Ivoire a organisé à Benjerville une séance de dégustation. Ces laves ont une valeur très énergétique. Ils peuvent se manger dans des sandwichs, des burgers et même des brochettes. C'est succulent,
on mange, on a envie de manger encore. Vous savez, quelque chose qui est nouveau, on ne peut pas le comparer à quelque chose puisqu'on ne connaît pas. Donc, je l'ai trouvé très bien. Je compte me lancer dans la restauration, dans la restauration des hannetons, pour faire découvrir ça aux Ivoiriens, pour qu'ils en mangent quotidiennement. L'élevage des laves blanches de charançon des palmiers est un business florissant que Nice Futures Côte d'Ivoire veut faire découvrir aux Ivoiriens. On a 3 portées. On a l'agroalimentaire, parce qu'avec les hannetons, vous avez le domaine agroalimentaire, on peut les consommer, on peut les avoir en frais, on peut les avoir en surgelé, on peut les avoir en hannetons séchés. Et on est en train de travailler pour que d'ici le 20 de ce mois, vous puissiez les avoir partout dans toutes les grandes surfaces en Côte d'Ivoire. Actuellement, le kilogramme sera vendu à 25 000. L'entreprise Nice Future Côte d'Ivoire organise des séances de formation chaque week-end pour vulgariser l'élevage des ânes en Côte d'Ivoire. Et parlons environnement, le plomb est une substance toxique qui a de graves répercussions sur la santé des populations. C'est pourquoi l'Alliance mondiale pour l'élimination des peintures à base de plomb a été créée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. En Côte d'Ivoire, l'ONG Centre africain pour la santé environnementale veut amener le gouvernement à quantifier le plomb contenu dans les peintures fabriquées et vendues. Un atelier de sensibilisation des populations a été organisé par les parties prenantes, nous disent Djekou De Silva et Richard Akeke. Les peintures au plomb sont dangereuses pour la santé humaine. Elles provoquent des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, des maladies mentales et l'anémie, entre autres. C'est ce qui ressort des investigations de l'ONG Centre africain pour la santé environnementale et de son partenaire, l'ONG International Lead Exposure Elimination Project LEAP. L'objectif visé au travers de cet atelier est d'attirer l'attention de nos autorités et même des populations de ce que des peintures fabriquées et vendues en Côte d'Ivoire à usage décoratif contiennent du plomb à des teneurs anormalement élevées et que ce plomb représente un risque pour la santé publique, aussi bien pour les enfants que pour les adultes et même les femmes en âge de procréer. Peut-être dans certains pays, les ustensiles de cuisine qui ont du plomb dedans, il y a les batteries des voitures quelquefois qui ont du plomb, mais nous avons remarqué que la peinture est l'une des sources les plus répandues et aussi c'est l'une des sources les plus faciles à contrôler. Si un pays adopte une loi qui interdit l'ajout de plomb dans les peintures, il y a de très fortes chances que cela arrive à éradiquer carrément le problème. Les participants, en présence des représentants du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, ont invité le gouvernement à prendre des mesures contraignantes vis-à-vis des industriels pour réglementer la teneur du plomb dans la fabrication des peintures fabriquées et vendues en Côte d'Ivoire. Et au chapitre formation, une délégation de la Harvard Business School séjourne en terre ivoirienne à l'invitation de la Fondation Kaiden. Après avoir visité l'Afrique du Sud et le Nigeria, la délégation de Harvard Business School est en visite en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré le ministre des Mines et de l'Énergie, lui-même ancien pensionnaire de la HBS, pour échanger sur les possibilités d'implantation de cette prestigieuse université en Côte d'Ivoire, nous disent Philippe Zabou et Ézéchiel Seri. Des managers de la Harvard Business School, l'une des écoles de management les plus réputées au monde, sont en Côte d'Ivoire. Une première, puisque cette prestigieuse université ne dépose ses valises que dans les pays anglophones. Ils sont là à l'invitation de la Fondation Kaidan pour présenter la méthode Harvard. En partie, c'est parce qu'on a un programme qui existe depuis plusieurs années, le Senior Executive Program for Africa, qui est un programme qui tourne d'un pays à l'autre. Et Harvard Business School, à travers son programme pour l'Afrique, a sillonné plusieurs pays anglophones et n'est jamais venu dans un pays francophone. Et ils ont choisi la Côte d'Ivoire et nous sommes très fiers, très heureux d'être avec eux pour présenter à toute la Côte d'Ivoire cette méthode de la Harvard Business School qui consiste à renforcer les capacités des managers. Le ministre des Mines et de l'Énergie, qui les a reçus,
a rappelé l'environnement économique favorable qu'offre la Côte d'Ivoire grâce au leadership du président de la République, lequel environnement offre des opportunités en matière d'éducation et de formation. Formation qu'il faut saisir car Havane prône des valeurs. C'est une expérience unique quand vous êtes à Havane, pour revenir à votre question. Parce que là, vous vous rendez compte que le monde que vous croyez avoir découvert, il y a encore des choses à découvrir. Et ce qui m'a le plus impressionné dans cette université, ce sont les valeurs qu'on est enseigné. Par exemple, à Harvard Business School, on nous a dit, nous devons gagner notre vie, mais décemment. C'est très important pour tous ceux qui sont formés à Harvard. La deuxième chose qui m'a retenu mon attention, c'est qu'on nous a dit, on vous forme pour que vous fassiez la différence dans le monde. Et désormais, vous formez une communauté, une famille, pour que vous puissiez vous donner la main pour faire avancer, évoluer davantage le monde. Et je crois que ce sont des messages très forts. Quand vous sortez de cette institution, vous croyez investir d'une mission, celle de œuvrer à un monde meilleur. La méthode Harvard consiste en l'étude des cas. Le professeur Ramon, économiste de formation, est classé parmi les 40 meilleurs auteurs de cas. Suite à la visite, les cours prennent place. Des chefs d'entreprise ivoiriens ont assisté à un cours en management de la célèbre école américaine Harvard Business School, un programme qui s'est tenu au patronat ivoirien à Abidjan sous l'initiative de la Fondation Kaidan, dont l'intérêt est de renforcer les compétences des acteurs du secteur privé. Walter Kofi. La salle Jewel du patronat ivoirien s'est transformée en salle de classe pour ses dirigeants d'entreprise qui ont été instruits sur les difficultés rencontrées par le producteur kenyan de boissons alcoolisées Kirosh Industries, dont la fabrique a été fermée, accusée de vente de boissons alcoolisées de qualité inférieure. Une étude d'écart confectionnée par Harvard Business School, dont l'efficacité aurait fait ses preuves dans le monde entier, auprès des sociétés qui ont réussi à renforcer leur résilience grâce à ce cours qui s'est voulu dynamique et participatif. However, maybe she shouldn't go for it the same way she did for the previous product, and this time seek for partnership. I mean, we created the case method, right? So it's like, which is now being used throughout the world. Et donc la méthodologie de l'étude de cas qui a été créée à la Harvard Business School il y a 100 ans, l'année dernière en fait, c'est une méthodologie qui était complètement innovante et qui aujourd'hui la plupart des écoles de commerce partout dans le monde, ils n'utilisent pas que les cas écrits par Harvard, ils écrivent leur propre cas, mais la méthodologie, ça devient la façon dominante de faire apprendre le business. And use our methodology and our approach to teaching. Ce programme sur mesure pour les leaders africains a été coopté par la Fondation Kaidan, qui, à travers ce renforcement des capacités des entreprises, veut contribuer à promouvoir la culture entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Je rappelle que la Harvard Business School existe depuis 1906 et c'est la Harvard Business School qui est venue avec la méthodologie d'étude des cas. Donc on espère que plusieurs Ivoiriens seront attirés par cette formation. Déjà c'est un bel événement auquel on a participé. On a eu la chance de faire du networking, rencontrer des alumni et on a discuté de ce case study. Cette session de formation de Harvard Business School est la première de plusieurs autres à venir. Le groupe Kaidan, dans la continuité de sa politique de promotion de l'entrepreneuriat, prévoit la 6e édition de la Caravane de l'entrepreneur le 23 novembre à Abidjan, une initiative en direction du monde sportif. Ouvrons la page santé de cette édition pour parler de la lutte contre le paludisme. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a ouvert ce mardi à Abidjan la 10e réunion annuelle du groupe de travail sur la communication pour le changement social et de comportement dans le domaine du paludisme. L'objectif prioritaire de cette rencontre des experts est de recenser les activités prioritaires du groupe de travail pour répondre aux besoins des communautés dans la lutte contre le paludisme. Pierre Tebeu et Kissi7. Le paludisme, malgré les multiples programmes mis en place par le gouvernement,
fait encore de nombreuses victimes. Les experts, les partenaires techniques et financiers, les agences des Nations Unies sont réunis à Abidjan pour rééditer les stratégies de communication. Lors de la cérémonie d'ouverture de la 10e réunion annuelle du groupe de travail sur la communication pour le changement social et de comportement dans le domaine du paludisme, le représentant des partenaires s'est engagé à poursuivre la lutte contre cette maladie. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire et le gouvernement des États-Unis partagent la vision commune d'éliminer le paludisme. La communication pour le changement social et comportemental est l'une des stratégies qui contribuent efficacement à y parvenir. En Côte d'Ivoire, la lutte contre le paludisme reste une priorité pour l'État qui, pour y faire face, a dressé une stratégie de lutte avec des innovations majeures. Face à ces statistiques alarmantes, la Côte d'Ivoire a développé plusieurs stratégies de riposte conduites par le ministère en charge de la Santé. Nous notons l'élaboration du plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2021-2025, ainsi que le plan stratégique national de communication pour le changement social et de comportement. L'innovation majeure de ce plan est la stratification des interventions en fonction des profils épidémiologiques et entomologiques. Cette priorité de lutte contre le paludisme a été une réalité en Côte d'Ivoire avec la mise sur pied du programme Palu. Une vision commune de la stratégie de lutte contre cette maladie est attendue à la fin de cette rencontre. Toujours en santé, constat triste, en Côte d'Ivoire, les établissements sanitaires manquent cruellement de poches de sang. Fort heureusement, de nombreuses associations s'organisent de plus en plus pour combler le manque en produits sanguins à travers des opérations de don de sang. Ce mardi, une cinquantaine de poches de sang a été récoltée. C'était à la mairie de Port-Boué. Les images de Kra-Augustin sont commentées par Eunice Bogo. Tôt le matin, les membres du réseau des maîtres artisans de Côte d'Ivoire, Rémassi, se sont rendus à la mairie de Port-Boué dans le cadre de l'opération de don de sang organisée par le fêtière. Mus par l'idée que donner son sang, c'est donner la vie, c'est avec joie qu'ils ont pris part à cette action de haute portée sanitaire. C'est que, en Côte d'Ivoire, le Centre national de transfusion sanguine manque de produits sanguins. Médecins et malades rencontrent régulièrement des difficultés pour se procurer des poches de sang. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la Côte d'Ivoire devrait prélever au moins 250 000 poches par an pour satisfaire ses besoins. C'est tout l'intérêt de cette action du réseau des membres artisans de Côte d'Ivoire, Rémassi. C'est vrai que nous sommes dans nos salons, dans des expositions à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et tout, mais nous visons la communauté. C'est cette communauté-là qui nous permet d'avoir un chiffre d'affaires. Mais il faut aussi penser à sa santé. Donc, cette activité aujourd'hui, c'est-à-dire l'opération don de sang. Une poche de sang qu'on enlève dans ton corps, 450 grammes. Dans ce 450 grammes, on enlève la plaquette. On enlève beaucoup de choses. Avec toi seul, ta poche de sang, on peut soigner même 4 personnes. Je suis là ce matin pour le don de sang. Cette opération, nous participons, nous sommes en collaboration avec le Rémassi. Le réseau des maîtres artisans de Côte d'Ivoire, Rémassi, a pour mission principale de permettre à ses membres de vivre de leur art, de lutter contre la pauvreté, de renforcer les liens de fraternité avec pour focus la valorisation des produits artisanaux et la professionnalisation des acteurs du secteur. Le Forum Afrique RSE et Santé revient en 2024 pour sa 3e édition en Côte d'Ivoire après les 2 éditions en terre européenne.
placée sous le thème « S'engager, innover, investir pour une santé durable ». La 3e édition aura lieu le 7 novembre 2024 au Sofitel Hôtel d'Abidjan. L'information a été livrée à la presse ce mardi dans les locaux du partenaire CIMAT en présentiel et en ligne par les organisateurs qui ont fait le point des 2 premières éditions. Pierre Tebeu et Kissi 7. L'expérience des 2 premières éditions du Forum Afrique RSE et Santé en 2020 et 2022 fait renaître l'espoir dans les domaines de l'innovation, de la santé et de la responsabilité sociétale de l'entreprise en Afrique. La 3e édition qui a été annoncée ce 7 novembre 2023 lors de cette conférence de presse en ligne et en présentiel sera consacrée à l'approche One Health, entendez, une seule santé. Elle ouvrira le débat autour de la nouvelle façon d'agir dans le domaine de la santé au travail, la santé publique et la santé de l'écosystème. Le rendez-vous du 7 novembre 2024 offre une lucarne aux chefs d'entreprise experts de la santé et de la RSE de discuter autour de la thématique centrale à travers des panels. Au programme donc, du Foras 24, on a un baromètre sur la place de la santé dans les stratégies RSE en Afrique. On a 3 panels thématiques de haut niveau sur l'engagement, l'innovation et les financements innovants. Le Foras 24 permet aux organisateurs de faire le point des précédentes éditions et poursuivre les objectifs recherchés. Donc le but de ce forum, c'est vraiment de mettre en avant aujourd'hui le rôle de l'entreprise en tant qu'acteur économique dans la santé. Les partenaires se mobilisent déjà pour apporter à ce forum, qui se tient pour la première fois en Afrique, un cachet particulier. Quand vous avez une entreprise bien portante, c'est surtout que vous avez un personnel qui est bien portant et qui a le bien-être. Parce que quand on dit santé aussi, on peut parler de bien-être. Donc pour moi, c'est un engagement qui est fort et j'ai toujours eu cet engagement. La remise de diplômes aux entreprises dans cette catégorie sera le point culminant de ce forum très attendu à Abidjan. En attendant, prenons rendez-vous le 7 novembre 2024 prochain pour la tenue du Foras 24. L'actualité, c'est aussi le sport. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN, a sonné la mobilisation à travers l'installation de ses bases locales dans les 2 universités publiques d'Abidjan. La cérémonie de lancement de cette mobilisation s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny devant plusieurs étudiants qui sont engagés à aider le COCAN dans sa mission. Diane Kablancan et Tima Traoré pour le point. Pour réussir son pari de remplir les stades pendant la CAN 2023, le COCAN peut compter sur les étudiants. C'est ce qui ressort de cette rencontre entre la structure chargée de l'organisation de la CAN et les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny et Nongui Abrogwa. En tant que président du comité local 1 de la COCAN, je voudrais donc inviter tous les étudiants, tous les enseignants, et tous les personnels administratifs et techniques à se rendre massivement au stade Félix Houphouët-Boigny qui nous est confié. Notre rôle, c'est de faire en sorte que ce stade ne soit pas vide, quel que soit le match qui sera joué. Pour atteindre cet objectif, il a été décidé qu'au cours de la période de la CAN, à savoir de janvier à février 2024, tous les cours dans ces établissements d'enseignement supérieur se dérouleront uniquement en matinée, réservant ainsi les après-midi aux activités prévues pour la CAN. Des bus électriques pour le déplacement des étudiants à ces différents rendez-vous sportifs seront mis à disposition, ainsi que d'autres faveurs leur seront octroyées. Au départ, quand on nous attribuait la CAN, c'était 16 équipes. Nous sommes à 24 équipes. Voilà pourquoi vous avez 6 sites, 5 villes, Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro, Yamoussoukro. Ensuite, c'est 52 matchs. 52 matchs repartis dans toutes ces villes. Vous avez 6 poules de 4 équipes. Qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend de vous d'abord. Cette CAN va réunir ici les meilleurs joueurs de ces 24 pays. Donc ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer. Prenez la Première Ligue. Il n'y a jamais eu de stade vide. La Première Ligue se joue toujours devant un stade plein.
Au cours de cette cérémonie, les comités locaux universitaires ont été installés. Ils sont présidés par les présidents des universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui Abrogwa. Récemment, à Yamoussoukro, au Sénat, la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat a procédé à l'examen du projet de loi portant statut général de la fonction publique, présenté par Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Mais avant ce projet de loi, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales a examiné la proposition de résolution portant modification du règlement du Sénat. Les travaux ont débuté dans la matinée avec la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales pour examiner la proposition de résolution portant modification du règlement du Sénat qui répond à un besoin de réajustement des textes du Sénat après plus de 5 années de pratique. Il y a eu plusieurs lois qui ont été adoptées par notre Chambre d'ailleurs et qui ont une incidence directe sur l'organisation et le fonctionnement du Sénat. Ainsi donc, nous avions jugé utile d'introduire une nouvelle résolution qui prend en compte l'ensemble de ces éléments. Cette proposition de résolution vise à adapter les textes aux nouvelles dispositions constitutionnelles et à rendre explicites certains de ces articles. Au terme des travaux, les membres présents de la commission ont adopté à l'unanimité la proposition de résolution portant modification du règlement du Sénat. Dans l'après-midi, la commission des affaires sociales et culturelles du Sénat a procédé à l'examen du projet de loi portant statut général de la fonction publique présenté par Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Ce texte répond à un objectif de réformer en profondeur le statut général de la fonction publique afin de parvenir à une administration publique moderne. Il s'agit là d'une loi qui encadre la gestion de la vie de nos fonctionnaires, de leur carrière, depuis le recrutement jusqu'au départ à la retraite. C'est un texte extrêmement important qui encadre les droits, les obligations et les devoirs du fonctionnaire. À l'issue de cette séance, les sénateurs ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant statut général de la fonction publique. En image à présent, l'Association des producteurs de céréales français envisage de satisfaire 35% de la demande tunisienne d'importation de blé tendre sur le marché international en 2023-2024. Pour la Tunisie, qui prévoit d'importer 1,1 million de tonnes de blé tendre au cours de la période considérée, l'offre de la filière française représente un volume de 385 000 tonnes et est en hausse de 54% par rapport au stock de 250 000 tonnes expédié un an plus tôt. Au Ghana, le programme de forage de 18 500 mètres en cours depuis quelques mois sur la future mine de lithium Ewoyaa est porté à un total de 26 500 mètres. C'est l'annonce faite le 7 novembre par l'Atlantic Lithium qui précise qu'il s'agit d'un ajout de 8 000 mètres de forage à circulation inverse sur 6 gisements. L'objectif de cette campagne d'exploration, y compris les 8 000 nouveaux mètres, est d'accroître les ressources d'Ewoyaa avant le début de la production d'ici à 2 ans. Le programme devrait s'achever au deuxième trimestre 2024 et pourrait ouvrir la voie à une mise à jour des ressources minérales du projet. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.